La vie de Paul McCartney a toujours été une ballade, riche de passion, de chagrin et de secrets cachés dans l'ombre de la célébrité. De ses premières aventures à sa romance torride avec Iris Caldwell, la jeune fille pleine d'entrain qui lui a un jour versé du sucre sur la tête lors d'une dispute, la vie amoureuse de Paul a toujours été aussi colorée que ses mélodies. Derrière son charme et son sourire juvénile se cachait un jeune homme façonné à la fois par la tendresse et les turbulences. Son père, Jim McCartney, musicien et courageux, le prévenait souvent « Ce Lennon va te causer des ennuis », et il n'avait pas tort. Cette amitié, forgée dans la rébellion et le rythme, allait définir la vie de Paul. Mais elle avait un prix. Pourtant, sous toute la célébrité, la musique et l'histoire des Beatles se cachent un secret. Un secret que même les plus proches alliés de Paul n'ont jamais vu venir. Une révélation murmurée récemment, que son ex-femme a finalement révélée au grand jour. C'est le genre de vérité qui pourrait ébranler la compréhension du plus fidèle des fans pour l'homme qu'il pensait si bien connaître. Avant les tournées mondiales et les fans en délire, l'histoire de Paul a commencé humblement à Liverpool. Né le 17 juin 1942 à l'hôpital Walton, il a grandi dans une famille ouvrière ancrée dans l'amour, la résilience et la musique. Sa mère, Mary Patricia, était une infirmière et sage-femme dévouée, un pilier qui a soutenu la famille dans les moments difficiles. Jim, son père, était un homme qui avait le rythme dans la peau. Irlandais et amateur de jazz. Il dirigeait autrefois le Jim Max Jazz Band dans les années 1920, charmant les foules avec sa trompette et son piano. Mais avec la guerre, le monde a changé. L'activité de Jim dans le commerce du coton s'est effondrée, le forçant à accepter un emploi de tourneur chez Napiers, une entreprise d'ingénierie de défense. La nuit, il se portait volontaire auprès des pompiers, parcourant les rues enfumées sous les sirènes et le chaos. En 1944, les McCartney emménagèrent dans un modeste appartement à Knowsley, puis, 2 ans plus tard, dans un HLM à Speke. La famille avait peu, mais la musique était présente, même dans les moments les plus difficiles. Le piano de Jim résonnait dans la maison, semant les graines de la mélodie dans le jeune cœur de Paul. C'est dans ces moments-là, entre suie et chant, entre lutte et berceuse, qu'une légende naquit. Mais les légendes, comme les gens, ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. Et bientôt, le monde allait découvrir que derrière le sourire serein de Paul McCartney se cachait toute une vie de secrets à révéler. Il encouragea le jeune Paul à jouer du piano droit, lui apprenant à écouter et à apprendre à l'oreille, une méthode qu'il préférait. Paul essaya bien des leçons de musique, mais sans succès. Il apprit mieux tout seul, tout comme son père. Le piano familial devint le berceau de When I'm 64, une chanson qui allait plus tard captiver le monde entier. La vie n'était pas facile, mais le travail de sage-femme de Mary l'aidait à joindre les deux bouts. Les McCartney s'installèrent à 24th Land Road, à Allerton, où Paul et son jeune frère Michael grandirent. Le dévouement de Mary laissa des souvenirs impérissables à Paul, comme la voir partir soigner ses patients par des matins froids et enneigés. Tragiquement, alors que Paul n'avait que 14 ans, Mary décéda d'une embolie suite à une opération pour un cancer du sein. La douleur de cette perte fut profonde et inspirera certaines des chansons les plus touchantes de Paul. Paul était déjà prometteur sur le plan musical. Son père lui offrit une trompette nickelée pour ses 14 ans, mais la fièvre du rock'n'roll le gagna rapidement. Il voulait chanter tout en jouant, alors il troqua la trompette contre une guitare acoustique. Au début, la guitare pour droitier le laissa perplexe, jusqu'à ce qu'il découvre une affiche de Slim Whitman jouant de la main gauche. Paul changea ses cordes de guitare et la maîtrisa rapidement. C'est avec cette guitare qu'il a écrit « I Lost My Little Girl », une chanson née du deuil de sa mère. L'école fut le point de rencontre fatal entre la vie de Paul et celle de George Harrison. En 1954, lors d'un trajet en bus entre Speke et leur école, le Liverpool Institute, ils se lièrent d'amitié. Bien que Paul considéra initialement George comme un cadet, leur lien se renforça. La musique animait leur conversation, approfondissant leur lien. Jim McCartney se montrait prudent quant aux amitiés naissantes de son fils, surtout lorsque Paul rencontra John Lennon. L'adolescent John et son côté rebelle étaient une source d'inquiétude.
Jim avait même prévenu Paul que John pourrait lui attirer des ennuis. Malgré ses inquiétudes, il autorisa le groupe de John, The Quarrymen, à répéter chez eux. Les nuits à Forthland Road, implices des sons bruts et enthousiastes du groupe, laissaient présager quelque chose que même Jim n'aurait pas pu prévoir. La réticence de Jim à laisser Paul accompagner les Beatles lors de leur voyage, notamment à Hambourg, était célèbre dans leur famille. Mais lorsque Paul lui promit un revenu de 15 livres par semaine, supérieur à ses propres revenus, son père céda. Cette décision allait bientôt tout changer. Les clubs bourgeois de Hambourg affermirent les Beatles et en firent des artistes capables de dominer n'importe quelle scène. Et dans les coulisses, Jim assiste à la renommée de son fils. Malgré sa fierté, il essaya de la contenir, gêné par les démonstrations d'enthousiasme en public. Alors que les Beatles devenaient des icônes mondiales, Jim resta leur soutien discret. Il enrôla Michael pour l'aider à répondre aux montagnes de courriers de ses fans à Forthland Road, rédigeant des réponses qui semblaient provenir de Paul lui-même. Pendant ce temps, la célébrité de Paul atteignit des sommets, mais ses chansons portaient souvent des murmures du passé. Des morceaux comme Yesterday étaient ancrés dans des souvenirs et des émotions liées à Mary. Paul admettra plus tard que les paroles provenaient de sentiments liés aux souvenirs de sa mère. La maison de Forthland Road évoquait bien plus que de simples séances de répétition et du courrier de fans. Certains moments inspiraient la musique. Sur l'une d'elles, Paul remarqua une partition intitulée Golden Slumbers on a Piano. Cette trouvaille allait façonner cette chanson aux allures de berceuse, parfaitement adaptée à l'album Abbey Road des Beatles. Derrière la musique et les flashs des appareils photo, certaines histoires révélaient qui était Paul McCartney au-delà de la célébrité. L'une de ces histoires commença en 1957, alors que Paul n'était qu'un adolescent. Il rencontra une jeune fille prénommée Layla. Son prénom était inhabituel à Liverpool, et Paul, avec son don pour repérer les singularités, ne l'oublia pas. Layla était plus âgée que Paul et lui demandait parfois de la garder, ce qui lui donnait un premier aperçu du côté plus doux du garçon qui allait un jour captiver des millions de personnes. Mais c'est en 1959 que Paul rencontra sa première petite amie sérieuse, Dorothy Rohn. La scène se déroulait au Casbah Club, un haut lieu de la musique et de la jeunesse où les énergies bouillonnaient et les rêves se réalisaient. Dot avait 17 ans, travaillait comme employé de banque ou peut-être dans une pharmacie. Les récits divergent, mais dans tous les cas, elle captura l'attention de Paul. Leur relation se développa rapidement. Paul avait le don de prendre les choses en main. Il choisissait les vêtements de Dot, lui disait quel maquillage porter et payait même pour qu'elle se fasse coiffer comme Brigitte Bardot. Brigitte était une icône pour Paul et John Lennon, son image symbolisant un certain glamour audacieux qu'ils admiraient. Paul, toujours un peu protecteur, n'aimait pas que Dot voie ses amis trop souvent et la décourageait même de fumer, même s'il était connu pour fumer lui-même. Lorsque les Beatles partirent pour Hambourg, Paul et Dot restèrent en contact par lettres. Hambourg était une ville rude et brute, mais Paul écrivait fidèlement, gardant Dot près de lui dans ses pensées. Elle le rejoignit lors d'un voyage ultérieur. Aux côtés de la petite amie de John, Cynthia Powell, Paul traita Dot avec bienveillance pendant son séjour, lui offrant une bague en or, une jupe en cuir élégante et l'emmenant se promener dans les sites touristiques de la ville. Ils logèrent dans un bungalow près des docks, prêté par Rosa, qui avait nettoyé l'Indra Club où les Beatles avaient joué. Mais Hambourg était aussi le lieu où le regard de Paul errait parfois. Il avoua plus tard que, pendant que Dot attendait à Liverpool, il avait fait d'autres rencontres, principalement avec des stripteaseuses qui en savaient plus sur la vie et l'amour que les filles de son pays. Un mélange explosif de loyauté et de tentation marqua ses premiers jours. L'engagement de Dot envers Paul était profond. De retour à Liverpool, elle loua une chambre dans la même maison que Cynthia, et Paul l'aida à payer le loyer. Mais en 1960, un nouveau chapitre faillit commencer. Dot tomba enceinte, Jim McCartney. D'abord surpris, était enthousiasmé à l'idée d'être grand-père. Les préparatifs du mariage commencèrent à prendre forme, mais le destin en prit un autre tournant.
Dot fit une fausse couche et les fiançailles s'éteignirent discrètement. Ils restèrent ensemble un moment. Mais à l'automne 1962, Paul mit fin à leur relation. Il n'avait que 20 ans et le mariage lui semblait une chaîne qu'il n'était pas prêt à porter. Surtout lorsque le mariage précipité de John et Cynthia rendit plus évident le poids de l'engagement. La vie amoureuse de Paul ne s'arrêta jamais bien longtemps. Il eut une brève aventure avec Thelma Pickles, qui avait fréquenté John. Elle épouserait plus tard le poète Roger McGough, mais se souvenait de Paul comme d'un garçon devenu homme, abandonnant son image d'écolier potelé pour quelqu'un d'assumé et de créatif. Iris Caldwell, la fougueuse sœur de Rory Storm, entra également dans la vie de Paul. Elle était aussi audacieuse qu'eux, refusant de se laisser modeler ou apprivoiser par les attentes de Paul. Leurs disputes étaient légendaires. Un jour, après une violente dispute, Iris lui renversa un bol de sucre sur la tête. Paul se présenta à sa porte le lendemain, sans se laisser décourager. Mais elle dut annuler un rendez-vous avec son nouveau petit ami, George Harrison. Au milieu des années 1960, le chapitre Dot Roan dans la vie de Paul se referma plus définitivement. Elle déménagea à Toronto, au Canada, où elle se construisit une nouvelle vie. Ils se revoyèrent lors de la tournée des Beatles au Canada, puis plus tard lors de la période où Paul était membre des Wings. Dot avait toujours cru que des chansons comme Love of the Loved et P.S. I Love You n'étaient que des murmures de son passé avec Paul. Cynthia Lennon offrit un jour à Dot une bague en or que Paul avait achetée à Hamburg, un souvenir modeste mais durable de ce qui avait été. Les années changèrent, tout comme la vie amoureuse de Paul. Le 18 avril 1963 marqua un autre tournant important. Les Beatles se produisaient au Royal Albert Hall de Londres lorsqu'ils rencontrèrent Jane Asher, une jeune actrice issue d'une famille d'artistes respectés. Un photographe la prit en photo, faisant semblant de crier comme une fan déchaînée, immortalisant ainsi sa découverte de l'univers de Paul. Mais cette fan n'était pas ordinaire. La mère de Jane, Margaret, était professeure de musique. Son père, Richard, médecin, et son frère, Peter, membre du duo Peter et Gordon. Les univers de Paul et Jane s'accordèrent parfaitement. Paul aménagea chez les Asher au 57 Wimpole Street, et pendant près de 3 ans, cette maison devint un véritable foyer d'inspiration. Leur sous-sol accueillait des jam sessions et des marathons d'écriture avec John. Paul y composa des chansons comme Yesterday, et offrit même à Peter et Gordon des tubes comme A World Without Love. Vivre à Wimpole Street, c'était côtoyer des intellectuels et des créatifs, comme Bertrand Russell, Harold Pinter et Len Dayton. Cet environnement ouvrit les horizons de Paul au-delà de la musique. Jane inspirait Paul, non seulement par sa présence, mais aussi par leurs moments partagés. Des chansons comme And I Love Her, You Won't See Me and I'm Looking Through You faisaient écho à leur relation. Mais malgré ce lien, Paul avait un côté indépendant. En 1965, il acheta sa propre maison au 7 Cavendish Avenue, une maison de style Régence de 3 étages. C'était une reconnaissance du fait qu'il n'était plus seulement un locataire dans la vie de quelqu'un d'autre. Insigne de gratitude, Paul finance les rénovations extérieures de la maison des Asher, un geste qui témoignait de son appréciation pour leurs années passées ensemble. En mai 1967, la vie de Paul bascula à nouveau lorsqu'il rencontra la photographe américaine Linda Eastman au Bag O'Nails Club de Londres. Elle était là en mission, capturant l'esprit des années 60. Ils se croisèrent à nouveau quelques jours plus tard, lors du lancement de l'album du groupe Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Linda retourna à New York après son travail. Mais l'étincelle était indéniable. Paul et Jane annoncèrent leur fiançailles le jour de Noël 1967. Ils se rendirent même ensemble en Inde début 1968, se plongeant dans la méditation avec le Maharishi Mahesh Yogi. Mais à l'été 1968, les tensions se creusèrent. La rumeur d'une liaison entre Paul et Francie Schwartz devint publique, et Jane rompit ses fiançailles. Bien qu'ils aient tenté de se réconcilier, leur relation prit fin définitivement en juillet 1968. Jane, gracieuse et réservée, ne parla jamais beaucoup de leur rupture. Ce n'est que quelques mois plus tard, en mai 1968, que Paul croisa à nouveau Linda Eastman. Cette fois,
C'était à New York, où Paul et John faisaient la promotion du nouveau projet des Beatles, Apple Corps. La rencontre n'était pas prévue, mais le destin en fit son œuvre. Linda, une photographe talentueuse connue pour ses clichés spontanés des plus grandes rockstars du monde, attira immédiatement l'attention de Paul. Leur relation était sans prétention. Au fil de l'été, leur lien s'est renforcé. En septembre, Paul a décroché le téléphone et a appelé Linda pour lui proposer de venir à Londres. Elle a accepté. En mars 1969, tout a changé. Ils se tenaient à la mairie de Marylebone, prêts à échanger leurs vœux. Ce fut une cérémonie civile simple, mais significative à tous égards. Linda était déjà enceinte de 4 mois de leur premier enfant, Mary. Ce moment n'était marqué ni par le faste ni par le glamour. C'était sincère. Un témoignage discret d'un amour qui semblait réel et indestructible. Paul a adopté la fille de Linda, Heather, issue de son précédent mariage, fondant ainsi une famille toute faite. Ensemble, ils ont eu 3 autres enfants, Mary, Stella et James. Paul disait souvent que Linda était celle qui lui avait donné de la force, surtout après la séparation des Beatles. Dans un monde en proie au chaos, elle était son ancre. Il lui apprit à jouer du clavier et bientôt Linda devint plus qu'une simple partenaire. Elle faisait partie intégrante de sa musique. Le groupe Wings était né avec Linda comme membre, partageant les hauts et les bas de Paul, les lumières de scène et les séances d'enregistrement. Ils étaient presque inséparables. Paul dira plus tard qu'ils n'avaient passé que quelques nuits séparés durant tout leur mariage, un exploit extraordinaire pour une rockstar et sa muse. La seule exception fut l'arrestation de Paul à Tokyo en 1980 pour trafic de drogue, un événement soudain et tragique qui laissa Linda et leurs enfants inquiets à la maison. Pourtant, leur lien resta inébranlable. En 1998, la tragédie frappa Linda. On diagnostiqua un cancer du sein à Linda après une lutte acharnée. Elle décéda le 17 avril à l'âge de 56 ans à Tucson, en Arizona. Paul était brisé, mais il s'accrocha aux souvenirs qu'ils avaient créés. Il a exprimé son chagrin en musique, contribuant à un album choral intitulé A Garland for Linda et dédiant l'album classique Ecce Cormium à sa mémoire. Des rumeurs ont circulé après sa mort, certains s'interrogeant sur la nature de ses derniers instants. Mais Paul a fermement nié toute allégation de suicide assisté. Son amour pour Linda est resté présent dans tout ce qu'il a fait. L'héritage de leur amour a survécu à leurs enfants, qui ont porté la passion et la chaleur de leur mère. Le monde entier a vu Paul naviguer dans sa vie de veuf, jonglant entre l'héritage des Beatles, sa carrière solo et sa paternité. Mais bientôt, un nouveau nom, Heather Mills, a fait la une des journaux. Ancienne mannequin, Heather était connue pour son activisme, notamment pour ses campagnes contre les mines antipersonnelles. En janvier 2000, ils sont apparus ensemble en public à la fête de ses 32 ans, suscitant la curiosité. Les tabloïds se sont rués sur eux, traquant leurs moindres faits et gestes. Le 11 juin 2002, Paul et Heather se marièrent. La cérémonie fut grandiose, organisée au château de Leslie, en Irlande, avec plus de 300 invités et un somptueux banquet végétarien. Paul semblait avoir retrouvé l'amour. En octobre 2003, ils eurent une fille, Beatrice Millie, prénommée en l'honneur de la défunte mère de Heather et de la tante Millie, tante adorée de Paul. Mais le conte de fées ne dura pas. La tension monta et, en juillet 2007, des rumeurs annoncèrent que Paul avait demandé le divorce. L'effervescence médiatique fut incessante. Le divorce tourna au spectacle. Les deux parties s'affrontant sur les accords financiers et les déclarations publiques. Le 17 mars 2008, un jugement accorda à Heather 24,3 millions de livres sterling. Le juge Hugh Bennett, qui présidait de l'affaire, qualifia Heather d'incohérente, d'inexacte et de peu sincère, tout en soulignant l'honnêteté de Paul. Ce fut une fin amère, marquée par les gros titres et les batailles judiciaires. Pendant la tempête, Paul s'est concentré sur Béatrice, veillant à son bien-être, acceptant même de payer ses frais de scolarité et de garde d'enfants jusqu'à ses 17 ans. Le divorce a fini par retomber, mais il a laissé une cicatrice dont Paul n'a pas parlé publiquement. Mais la vie, comme toujours, a trouvé le moyen de le surprendre.
En novembre 2007, Paul a commencé à fréquenter discrètement Nancy Chevelle, une femme d'affaires new-yorkaise et cousine de la journaliste Barbara Walters. Nancy était différente. Née à Edison, dans le New Jersey, elle a grandi dans une famille impliquée dans le secteur des transports et a été vice-présidente de l'entreprise familiale. Elle était intelligente, pragmatique et avait une solide éthique de travail. Leur relation s'est progressivement développée, loin des projecteurs. Le 6 mai 2001, leur fiançailles était officielle. Le 9 octobre 2021, Paul et Nancy se sont mariés lors d'une cérémonie privée à la mairie de Marylebone, la même où Paul avait épousé Linda plus de 40 ans plus tôt. Cette fois, le mariage fut simple, en présence des proches et de la famille. Ils célébrèrent Yom Kippour ensemble, respectant l'héritage juif de Nancy, mais choisirent de ne pas recevoir de bénédiction religieuse. La chanson de Paul, My Valentine, tirée de son album Kisses on the Bottom 2012, fut écrite pour Nancy, une douce ode à l'amour retrouvée plus tard dans la vie. Les années de turbulence étaient derrière lui, et Paul se tenait à nouveau souriant, guitare à la main, le cœur marqué par la perte, mais laissant encore une place à l'amour. Récemment, Heather Mills, l'ex-femme de Paul McCartney, s'est confiée sur les difficultés rencontrées durant leur mariage et a révélé un secret de longue date qui éclaire leur relation tumultueuse. Heather a confié que vivre avec Paul n'avait jamais été aussi simple qu'il y paraissait. Le plus difficile? Vivre dans l'ombre de sa défunte épouse, Linda McCartney. Selon Heather, leur maison de Rye, dans l'East Sussex, où Paul et Linda avaient passé 25 ans à se créer des souvenirs, était comme un hommage à Linda. Cette présence ne s'est jamais vraiment dissipée, créant une barrière émotionnelle que Heather n'a jamais pu surmonter. Elle a décrit comment la maison était remplie de souvenirs constants de Linda. Il y avait des photos, des souvenirs et des plaques gravées de messages comme « J'aime Linda ». Même les actions de Paul en disaient long. Il a porté l'alliance de Linda jusqu'à la veille de son mariage avec Heather, un geste qui laissait entrevoir son chagrin persistant. Heather a admis que le poids du souvenir de Linda était inéluctable et lui donnait l'impression de rivaliser avec un fantôme. La relation elle-même a été houleuse dès le début. Heather a révélé que la réticence de Paul à oublier le passé a créé une tension qui a donné lieu à des disputes explosives. Une dispute pendant leur fiançailles a été si violente que sa bague a été jetée par la fenêtre de l'hôtel et que le personnel a dû la chercher avec des détecteurs de métaux le lendemain. En racontant ces moments difficiles, Heather a souligné que le mariage n'était pas seulement une question de deux personnes essayant de fonctionner. Il s'agissait des blessures non cicatrisées de Paul. Elle a dit que le cœur de Paul n'avait jamais vraiment quitté Linda et que passer à autre chose était un combat qu'il ne pouvait pas affronter pleinement. Malgré le tumulte, Paul est resté l'icône capable de rire des absurdités de la vie. En 2008, Quincy Jones, le légendaire producteur, a fait la une des journaux en qualifiant les Beatles de « maman » et en déclarant que Paul était le pire bassiste qu'il ait jamais entendu. En apprenant cela, Paul n'a pas réagi. Il a raconté dans GQ comment Quincy l'avait appelé plus tard, affirmant ne jamais l'avoir dit. Paul a plaisanté « Si tu l'avais fait, j'aurais dit » toi, Quincy Jones. C'était du McCartney classique, de l'humour et de la chaleur enveloppée de résilience. Aujourd'hui âgé de 82 ans, Paul McCartney continue de vivre, de créer et de partager sa musique avec le monde. Son histoire, tissée d'amour, de pertes et de moments légendaires, prouve qu'il est plus qu'une rockstar. C'est un survivant, un artiste qui continue d'avancer. Au fil des ans, les secrets de ses chansons célèbres et de l'homme qui les a écrites continuent d'être dévoilés. Si vous avez apprécié cette plongée dans la vie de Paul McCartney, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner pour plus d'histoires et à activer les notifications. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.